Être ou ne pas être dans la Doline. Comment 300 ans dans le même milieu peut permettre d'observer le monde bien plus qu'on ne le pense. Je suis un ver de terre de mon état. Et demain, je ne sais pas quelle sera ma réincarnation. Imaginons le pire, je pourrais être humain. Quelle humiliation. Je parle, je me tords, je m'excuse et je m'égare. Comme dit l'expression populaire, pas besoin de tortiller du cul pour faire droit. Ben moi, c'est comme ça. Je me tortille et pour le reste, cela ne vous regarde pas. Bref, on m'a fait sortir de cette magnifique terre à l'humus succulus pour raconter des histoires. Des histoires, quelle honte, moi qui connais cette terre comme ma poche d'ailleurs. Avez-vous déjà vu un ver de terre en pantalon? Bien, continuons notre histoire d'invertébrés sans queue ni tête. L'histoire n'est qu'une vérité infligée par les affres du temps. Et lorsqu'elle refait surface, il n'y a pas mieux que moi pour la triturer et vous la raconter. Et oui, il y va ainsi. Je me glisse entre les racines et les strates de cette doline depuis si longtemps. Tenez, vous voyez ces grands dadais d'arbres? Eh bien, ils n'ont que 300 ans. Ah, ils font les fiers devant vous, enfin, au-dessus, avec leurs pieds en éléphant et leurs si belles ramures. En 1723, j'ai vu naître ces arbres. Ils faisaient un temps de chien. C'était l'automne, et des brigands étaient passés par là pour camper. L'un d'eux se dit que cette dépression serait pas trop mal. Oh, on a qu'à mettre le camp par ici, ça sera bien là. C'était une drôle d'équipe. J'ai du saucisson encore, mais il m'en reste pas grand-chose. Pour le repas, ils avaient emmené quelques feignes de hêtre et bien sûr une charcuterie. Et on fait pas de feu parce que... On fait pas de feu, les gars. Il n'y avait pas de bois autour, mais ils avaient prévu de ramasser quelques branches. Non, on fait pas de feu, les gars. On est trop... Non, c'est pas possible. Au moment de faire le feu, ils se sont dit que ce n'était pas une bonne idée, car ils étaient poursuivis par la maréchaussée de Grenoble. Oui. Ouais, c'était eux, l'ennemi public numéro 1 du Dauphiné. Et tous les notables voulaient voir ces gibiers à la potence. Quelle arrogance, ce sire Mandrin. Après avoir cambriolé les maisons des bourgeois, il distribuait sur les marchés dauphinois tout son butin. Qui veut des belles robes de soie? Qui veulent des belles bagues? Allez les amis, c'est gratuit, on vous les offre, venez par là. Ah, au grand plaisir de la populace. Bon, revenons à notre doline. Le sac de feigne, fruit du hêtre que les compagnons de Mandrin avaient porté avec la charcuterie, ne pouvait pas être mangé. Alors, par mégarde, ils le laissèrent dans cette doline. Et c'est de là que sont nés ces premiers hêtres. On peut donc dire que ces hêtres sont issus de la mauvaise graine. Mais cela dépend vraiment où on se place. En tout cas, à la différence de Mandrin, ils n'ont pas fini sur un bûcher. Au début, ce n'était qu'un buisson qui intéressait peu les charbonniers. C'est vrai, construire une charbonnière pour quelques arbres, cela ne vaut pas le coup. Puis, ce fut un coin d'ombre pour les moutons qui paissaient dans la plaine de Vassieux. D'ailleurs, il n'était pas rare de voir la bergère et quelques coquins
venir se rafraîchir à l'ombre de ces hêtres lorsque les moutons tournent leur regard. Ce qui devait arriver arriva. La femme. Ici, on construisait une petite bergerie par ici. Le berger. Mais tu es folle. Il n'y a même pas d'eau. La femme. Oui, mais il y a ces êtres. Ce que femme veut, femme a. Et moi, le ver de terre, je peux vous en parler. Enfin, soyons un peu discrets et laissons les vibrations de la vie continuer leur émoi. Le jeune berger, voulant montrer sa force et sa détermination de futur père, entreprit de couper les hêtres. Que ne fut pas sa surprise lorsque sa femme, qui avait pris de la poitrine et d'autres formes, s'opposa fermement à sa cognée. « C'est sous ces arbres que l'on s'est rencontrés. Ils font partie de notre famille. Et tu vois, celui qui est dans mon ventre ne serait peut-être pas là si l'ombre portée de ces êtres-là n'avait pas posé tendrement ses mains. »« Bah, le bois pour nous chauffer, il est juste là. Et regarde ce tronc. Il pourrait faire la charpente. »« Non, tu ne toucheras pas à une écorce de ces êtres. »« Mais nous allons être ridicules. Tout le monde coupe les arbres autour de la maison. C'est normal, ce sont pas ni des tilleuls, ni des fruitiers. »« C'est à prendre ou à laisser, mon ami. Sinon, je redescends chez ma mère à Die. Je te l'ai dit. » Quelle bonne idée de ne pas avoir coupé ces arbres dans cette doline. Eh oui, effectivement, avec le temps, les arbres donnèrent toujours de l'ombre et la maîtresse de maison faisait bien attention que les plus jeunes arbres puissent encore pousser, car c'est en cet endroit même qu'elle mit quelques gorets qui firent la jalousie de tous les paysans du village. Qu'ils étaient beaux, ces cochons, nourris par les faignes des arbres généreux, reconnaissants d'avoir eu la vie sauve. La ferme des hêtres fut un lieu où simplement les générations de poules, de bœufs et d'humains se succédèrent. Malheureusement, la guerre passa par là. Les bêtes nourrirent ces jeunes hommes atterrés devant tant de violence et venus pour résister. Que de soirées utopiques au sein de cette doline j'ai vécu, car ils voulaient un autre monde. Soudain, des hommes parlant un autre langage étrange brûlèrent la maison, tuèrent les habitants, sans autre forme de procès. Malgré que je ne sois pas un fan des hommes, cette désolation dans les fumerolles me toucha. La vieille femme, descendante du berger et de la bergère, pleurait à chaudes larmes, ses mains crispées sur l'écorce rougie du sang de son fils. Oh, terrible destin. Une partie de la maison ne fut jamais reconstruite. Ils ont gardé juste la grange. Mais nous, les vers de terre, ce n'était pas notre souci. Vers 1970, une autre bergère de chef décida d'établir son quartier général dans le secteur. Un nouveau drame se profila alors au... Bien sûr, pour vous, pas de souci. Mais les chèvres, c'est terrible. Ça mange tout. Ça rase tout. Vers 1990, tout reprit vie. Et quelle vie! 4 enfants en permanence. Et l'été, une trentaine. La doline devient alors un lieu de jeu, de cabanes, de tyroliennes, de pistes de skate
et même d'assainissement, pour mon plus grand plaisir. Et aujourd'hui, vous êtes là. Et moi, en dessous. Vous êtes là à écouter mes sornettes dans ce lieu de verdure où l'on se pose pour doucement ouvrir son cœur. Ah oui, j'oubliais. J'oubliais de vous dire qu'un des premiers fils de ce couple de bergers est parti garder les moutons dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Sa mère lui confia un secret que je ne connais pas. Les années passèrent, et c'est sur ce plateau des Alpes de Haute-Provence que le jeune écrivain Jean Giono rencontra Elzéar Bouffier. Voici quelques extraits de cette rencontre issue de ce livre « L'homme qui plantait des arbres ». Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante reposaient près de lui. Cet homme parlait peu. Il me fit partager sa soupe. Comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Il avait été entendu tout de suite que je passerais là la nuit ici. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Les villages sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Quand il eut du côté mis les bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquet de 10. Alors, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Ah, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien. Non, quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. Allez, bonne nuit, Jean. Oui, c'est demain. Le lendemain, il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands, soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer, grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait et il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres.
L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort, il était même fort vert. Il avait changé de métier, il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois, on commença à faire des coupes dans les chênes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier, on l'abandonna. Le berger n'avait rien vu, il était à 30 km de là. Continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39, comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un quart qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Tout était changé, l'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans les bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits, peu à peu. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. Ces 2 textes, le dernier donc est issu de Jean Giono et le premier a été écrit par Bernard Julien, que vous connaissez bien.